On va passer au compartiment liquidien. C'est un cours un peu plus compliqué, mais ça va aller. Si ça va pas, vraiment dites-le moi et je reprendrai avec une autre explication. Les compartiments liquidiens. On va avoir l'introduction avec l'eau, la distribution dans le corps, les variations de volume et pour finir, on verra les œdèmes. L'eau, qu'est-ce que c'est? C'est l'unique solvant de l'organisme. D'accord? Euh, qui dit solvant dit soluté. Donc, on aura 95% des solutés qui sont dissociés en ions chargés électriquement. Donc on parle d'électrolytes. À quoi ça sert l'eau? Ça sert à remplir les compartiments pour permettre la fluidité, pour permettre les échanges, etc. Ça permet la thermolyse, donc faire baisser sa température corporelle par sudation, donc par transpiration, et l'excrétion des solutés solubles, donc concrètement c'est faire pipi, la diurèse. Comment est distribuée l'eau dans le corps? Alors déjà, il faut savoir que ça varie en fonction de l'âge, de la taille, etc. Les personnes âgées auront tendance à être plus déshydratées et les femmes enceintes auront forcément plus d'eau dans le corps. Mais globalement, on a environ 60% d'eau totale dans l'organisme. On est vraiment plein de flotte. Dans ce volume total, on retrouve le volume extracellulaire qui est de 20% et le volume intracellulaire, donc dans les cellules, qui est de 40%. Dans ce volume extracellulaire, on retrouve le volume plasmatique, donc dans les capillaires, et on retrouve le volume interstitiel. Donc le volume interstitiel, c'est ni dans les capillaires, ni dans les cellules, c'est entre les deux. Ces eaux, elles vont pouvoir être certaines, pouvoir être marquées, dosées, mesurées. Par exemple, le volume d'eau total, il peut être mesuré grâce à de l'eau lourde marquée donc au deutérium ou au tritium notamment, ou alors des marqueurs spécifiques comme l'antipyrine. Ok. Le VEC, lui, donc le volume extracellulaire, il peut être marqué grâce à l'inuline ou à l'EDTA. Ces valeurs, enfin ces noms, il faut les connaître parce que des fois dans les QCM, on vous dit le volume qui est marqué à l'inuline. Donc là, il faut savoir que le volume qui est marqué à l'inuline, pardon, c'est l'extracellulaire. Le volume intracellulaire, lui, il n'est pas mesurable directement. On va faire une soustraction en enlevant l'extracellulaire de l'eau totale pour avoir le volume intracellulaire. Donc si on vous dit le volume intracellulaire est de parce qu'on l'a mesuré, non, on l'a pas mesuré. Le volume plasmatique, lui, il est assez fluctuant, il est assez difficile à doser, mais c'est possible, notamment grâce à des hématies et l'albumine marquée, ou encore le bleu Evans. Mais c'est vrai que ça va être juste estimé parce que c'est vraiment un volume très qui change tout le temps. Et enfin, le volume interstitiel, pareil, on va pas le mesurer, on va seulement l'estimer en soustrayant l'extracellulaire, enfin le plasmatique de l'extracellulaire. Donc, encore une fois, ici, si on vous dit le volume interstitiel est de temps parce qu'on l'a mesuré, genre en mesurant le volume interstitiel, non, on ne l'a pas mesuré, on l'a seulement estimé. Le plasma, ici, le volume plasmatique, il est assez important à connaître parce que déjà, c'est là où vont aller tous les médicaments en IV et surtout, c'est la voie la plus facile d'accès, ne serait-ce que pour les études et les examens biologiques. Donc, comme il est important, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans le ionogramme plasmatique? Donc, ionogramme, c'est tous les ions dans le plasma. Il faut savoir que c'est déjà électriquement neutre. Ok, donc on aura autant de charge plus que de charge moins, avec une concentration équivalente qui est de 152 milli-équivalents par litre. Je retrouve donc des cations et des anions, sachant que la concentration équivalente, c'est en prenant en compte les coefficients. C'est-à-dire que s'il y a du calcium 2+, et que j'ai du chlorure moins, donc Cl-, il m'en faudra 2 pour pouvoir avoir un calcium. Ok, et c'est la concentration équivalente est de 152. Dans les cations, qu'est-ce que j'ai? J'ai la concentration en sodium, donc ça s'appelle la natrémie, ok, qui est de 140 millimoles par litre. Et j'ai ma kaliémie, donc la kaliémie, c'est le dosage du potassium, entre 3,5 et 5 millimoles par litre. Cette valeur, elle est hyper importante à connaître. Vous voyez que l'espace, il est vraiment, l'intervalle est très restreint
Et c'est important, pourquoi? Parce que si on est en hypo ou en hypercalémie, on va avoir des gros problèmes des gros troubles du rythme cardiaque et le patient peut vite décéder. À l'inverse, les anions, qu'est-ce qu'on a? On a une chlorémie, donc les ions chlorure de 103 millimoles par litre. Les bicarbonates entre 22 et 27, mais retenez du coup 25 millimoles par litre. La protidémie à 72 grammes par litre. Toutes ces valeurs, il faut les connaître parce que ça tombe tout le temps dans les QCM, tous les ans. Donc ici, j'ai mon secteur plasmatique. Et en comparant avec les autres secteurs, notamment celui interstitiel, on peut voir que c'est à peu près kiff-kiff. À part là, la protidémie qui diminue un petit peu, on a globalement les mêmes concentrations. Donc, c'est pas très grave. Ce qui est plus grave, en cas de problème, ouais, vous pouvez prendre en photo le diapo. Vous l'aurez normalement dans quelques jours. Ok, je passe au suivant. Du coup, mon secteur interstitiel, le problème, c'est mon secteur intracellulaire. Parce que quand on compare les valeurs, on peut voir que les valeurs sont vraiment inversées. C'est-à-dire que ma natrémie est minuscule, alors qu'ici ma calémie est immense, par la chlorémie qui augmente les bicarbonates, la protidémie. Ça, c'est hyper important, notamment en cas de pathologie, parce que si j'ai des cellules qui sont lysées, donc des cellules qui vont mourir, elles vont relarguer notamment tout le potassium dans le secteur plasmatique. Et ça, c'est hyper grave. Il faut absolument prendre en charge de suite le patient parce que sinon, le patient meurt d'hypercalémie. Donc, une fois qu'on a vu un peu de quoi est composé les différents secteurs, on va voir la notion de pression osmotique. Qu'est-ce que c'est? Pour que vous compreniez, on a mis ici une membrane semi-perméable. Donc, ça veut dire qu'elle laisse passer uniquement l'eau et différentes concentrations. Donc, pas beaucoup de concentrations et beaucoup de concentrations de produits quelconques. Et quand on regarde à la fin, ce qui se passe, c'est que l'eau, elle est passée à travers la membrane et elle s'est mise là où il y a plein de molécules. Pourquoi? Parce que le corps est en équilibre, l'homéostasie, tout ça, et il adore être stable. Du coup, on va essayer d'être kiff-kiff partout. Comment? Et bien, comme mes molécules, elles ne peuvent pas passer pour permettre la concentration de revenir, on va dire, d'être homogène, c'est l'eau qui va partir et qui va se mettre pour diluer la concentration et que ça redevienne kiff-kiff. Ok. La pression osmotique totale. Donc la pression vraiment osmotique, c'est quoi? Ben, c'est vraiment la différence de concentration de deux liquides, en gros. Comment on la calcule? C'est deux fois la natrémie, donc le sodium, plus l'urée, plus le glucose, qui est égal à 290 milliosmoles par kilo. Ça, faut le connaître par cœur, hein. Vraiment, ça tombe tous les ans. Généralement, on calcule seulement la efficace. Pourquoi? Parce que l'urée et le glucose, ils sont pas chargés électriquement parlant et du coup, ils peuvent traverser la membrane. Du coup, généralement, on fait seulement deux fois la natrémie qui donne efficace, qui est de 280 milliosmoles par kilo. Ça tombe tous les ans. S'il y a vraiment un QCM où vous êtes sûr qu'il y en aura un, c'est lui. Attention, si le diabète il n'est pas régulé, on ajoute le glucose à la efficace parce que la concentration est trop importante. Du coup, la efficace deviendra deux fois la natrémie plus le glucose. J'espère que vous avez bien noté cette formule parce que c'est la base. J'espère que... Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? J'avance pas trop vite, ça va. Personne ne me répond. On va dire que ça dure au début. Vous allez beaucoup vous entraîner, ça va aller. Le schéma, genre ce schéma-là, je, je peux le réexpliquer, on va le faire autrement. Ok, je vais réexpliquer cette diapo parce qu'elle est importante à comprendre. Ici, à mon état initial, j'ai, on va dire, 3, une concentration de 3, et ici, une concentration de 20. D'accord?
c'est pas du tout stable, c'est pas du tout équilibré. J'ai mis une membrane, donc ça représente en gros la membrane plasmique des cellules, qui laisse passer que l'eau, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se décaler là où il y a 20 pour qu'au final, on ait la même concentration à droite et à gauche. Ok. C'est une relation de physique. Si je mets plus d'eau dans un endroit, ça sera plus dilué. Donc, ma concentration diminue et du coup pourra redevenir égale à celle de droite. J'avance, vous allez comprendre pourquoi j'ai expliqué ça. Ça, c'est hyper important. C'est les variations du volume extracellulaire ici, donc mon plasma, et le volume intracellulaire à l'intérieur. Quand ma pression osmotique est égale à l'intérieur et à l'extérieur, on dit que mon plasma, il est isotonique. Donc du coup, mes mouvements d'eau, ils vont être très équilibrés, tout va bien. Le problème, c'est si c'est hyper ou hypotonique. Si mon plasma est hypertonique, ça veut dire qu'il y a trop de concentration dans le plasma. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que les molécules, elles ne peuvent pas passer cette membrane plasmique. Du coup, c'est l'eau qui va sortir de la cellule pour diluer la concentration. Ok. C'est un sirop de grenadine. Si j'ai trop de sirop, je rajoute de l'eau pour le diluer. L'eau, elle est disponible où? Elle est disponible dans la cellule. Donc, j'ai un mouvement d'eau du volume intracellulaire vers le volume extracellulaire, comme mon plasma est hypertonique. À l'inverse, ici, mon plasma, il est hypotonique. Ça veut dire que j'ai pas assez de concentration, en gros. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'inverse, c'est l'eau qui va rentrer pour enlever le diluage, on va dire, afin que le plasma redevienne isotonique. OK? Donc, j'aurai un mouvement d'eau du volume extracellulaire vers le volume intracellulaire. Est-ce que c'est bon ça? Parce que ça, c'est hyper important. Je pense que si vous voulez que je réexplique, il n'y a pas de souci. Ici, mon sirop, il est trop concentré. Du coup, je rajoute de l'eau qui est possible dans la cellule. Et ici, j'ai vraiment mis trop d'eau, genre ma bouteille d'eau, elle est tombée de mon sirop de grenadine. Et du coup, j'enlève de l'eau pour que mon sirop redevienne plus concentré. Je peux pas mettre le sirop directement parce que mon sirop, c'est mes molécules et elles passent pas ma membrane. Du coup, je retire l'eau, même si dans la vraie vie, c'est pas possible. Ce serait pratique en vrai. Si on a compris ce que j'ai expliqué, le sirop, c'est la concentration de mon plasma. Ici, mon plasma, il est hypertonique. Donc, mon plasma, la concentration et les protéines, par exemple, on va dire que ce sont des protéines, c'est mon sirop. C'est ma concentration. Donc, si on a compris ça, on comprend les œdèmes. C'est quoi les œdèmes? C'est l'accumulation cliniquement perceptible d'un excédent de liquide dans le secteur interstitiel. Cliniquement perceptible, on peut le voir, le sentir. Excédent de liquide, ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément que de l'eau. Secteur interstitiel, qui est un des compartiments de mon volume extracellulaire. On parle d'œdème généralisé quand le volume interstitiel, il augmente de plus de 30%. À ce moment-là, on dit, ce monsieur, il a des œdèmes généralisés. En gros, ça représente 3 litres en plus pour un gabarit de 70 kilos à peu près. Comment ça marche, les œdèmes? Ben, nous, on n'en a pas. Pourquoi? Parce que c'est équilibré. Ça s'appelle l'hypothèse de Starling. Ok. Et grâce à cette hypothèse, nos flux d'eau sont équilibrés et donc je n'ai pas de formation d'œdème. Ici, on a représenté un capillaire et ici l'interstitium. Donc l'interstitium, c'est concrètement mon secteur interstitiel où j'aurai mon volume interstitiel. Dans ce schéma-là, on a plusieurs pressions qui s'exercent. On a deux types. On a la pression capillaire et la pression oncotique. Non, pardon. Excusez-moi. On a la pression hydrostatique
et la pression oncotique. La pression hydrostatique, c'est celle que je pense qu'il est la plus facile à comprendre. C'est, il y a la pression, du coup, ça pousse ici, la paroi, et du coup, ton liquide sort. Voilà. Donc, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur par une pression, comme quand tu vas pousser quelqu'un parce qu'il a été méchant avec toi. Ne poussez pas les gens, c'est pas bien. Et après, la pression oncotique, c'est plus difficile un petit peu à comprendre parce qu'en fait, c'est un rappel d'eau. C'est-à-dire que l'eau va revenir dans mon compartiment de par les protéines. Pourquoi les protéines? Ce sont les protéines qui font un rappel d'eau pour justement diluer la concentration quand il y en a trop. C'est un principe physiologique. Du coup, j'ai ma pression hydrostatique et ma pression oncotique. J'ai un capillaire, un interstitium. Du coup, j'ai une pression hydrostatique capillaire et une pression oncotique capillaire. Et j'ai une pression hydrostatique interstitielle et une pression oncotique interstitielle. Dans la vraie vie, il y en a qui opèrent plus que d'autres. Il y en a qui opèrent moins que d'autres. Mais le total est que j'ai 15 millilitres qui sortent chaque minute et j'ai 13 millilitres qui rentrent chaque minute. Donc, si je réexplique chaque truc, la pression capillaire hydrostatique va pousser, va faire sortir l'eau. Celle-ci, oncotique, va rappeler l'eau de l'interstitium dans le capillaire, de par les protéines du volume plasmatique dans le capillaire. Ici, ma pression interstitielle, elle pousse, mais en vrai de vrai, elle ne pousse pas. Pourquoi? Parce que cette valeur, elle est négative, physiologiquement parlant. D'accord? Ça, c'est important. Physiologiquement, cette valeur est négative, donc est quasiment inexistante. Et ma pression oncotique interstitielle va rappeler l'eau du capillaire de par les protéines qui sont dans l'interstitium. D'accord? Donc 15 millilitres qui rentrent, 13 millilitres qui sortent. Où sont mes deux derniers millilitres? Eh bien, ils sont drainés par mon vaisseau lymphatique qui va après repartir dans ma circulation veineuse. Donc elle pousse, mais elle pousse pas. En fait, les hydrostatiques, c'est sûr, elles poussent. Ok, c'est vraiment une force. Celle-ci, elle rappelle. Celle-là, elle va de l'intérieur vers l'extérieur. Celle-là, elle va de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que l'extérieur, c'est là. Ça va rappeler l'eau dans l'interstitium. Genre, c'est, si tu veux, une pousse inverse. Ça rappelle l'eau dans le compartiment. Ça, c'est quand tout va bien. Quand il y a un problème, on va avoir une accumulation de liquide ici et ça va créer une fameuse œdème. Comment ça marche? Il y a en gros trois grands mécanismes. Le premier, c'est que ça, la PC, ça augmente. Si ça augmente, j'ai plus d'eau qui sort, j'ai des œdèmes. Ça c'est dû à quoi? C'est généralement dû à une insuffisance cardiaque droite. Ça, c'est important de noter, parce que si on vous dit le patient il a une insuffisance cardiaque droite, vous savez que c'est la pression hydrostatique capillaire qui en est la cause. Qu'est-ce qui peut aussi augmenter ça? C'est les médicaments contre l'hypertension, parce que ces médicaments, ils vont relâcher cette petite barrière qui va faire que l'eau va plus facilement sortir. Mais surtout, insuffisance cardiaque droite. Ça, c'est le premier grand mécanisme. Le deuxième grand mécanisme, c'est j'ai moins de rappel d'eau dans le capillaire. Du coup, ma pression oncotique capillaire, elle diminue. Si elle diminue, il n'y a pas de rappel d'eau. Du coup, l'eau s'accumule et ça fait des œdèmes. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à une hypoprotinémie, donc une insuffisance de protéines, et plus spécifiquement une hypoalbuminémie, donc pas assez d'albumine. Ça, si on vous dit, enfin, si vous voyez dans l'énoncé que la protinémie est trop basse, et que en plus, écoutez bien, ça, c'est important, si l'hématocrite est trop basse, ça veut dire que c'est plus dilué, donc que mon volume augmente. Si mon volume augmente dans le plasma, ça veut dire que mon volume extracellulaire augmente. Si mon volume extracellulaire augmente, ça crée des œdèmes. Parce que ça va augmenter tous les volumes et du coup, le liquide va s'accumuler dans l'interstitium. D'accord? Donc, hypoalbuminémie plus
baisse d'hématocrit. Ça, c'est le deuxième grand mécanisme. Et après, il y a le fameux choc anaphylactique. C'est quoi? C'est une grosse réaction allergique qui fait que ma barrière, là, mon coefficient de perméabilité capillaire, il disparaît. Et du coup, l'eau va partout, n'importe comment, et va s'accumuler dans l'interstitium. Ça, c'est assez rare. Mais si on vous dit il a eu une grosse réaction aux abeilles, par exemple, ben, c'est pour ça qu'il a décédé. Et enfin, ben, dernier petit truc, c'est ici, si c'est bouché, ben, ça va s'accumuler au fur et à mesure, et ça va à, in fine, créer des œdèmes. Bon, j'ai mon problème, j'ai mes œdèmes. Comment je fais? Ben, mon corps, il va essayer de limiter ces œdèmes. Je dis bien limiter. On ne pourra jamais les enlever. Ils vont apparaître à un moment donné ou à un autre. Si le mécanisme est enclenché, il est enclenché. Par contre, on peut essayer de retarder l'événement final. Comment? Soit deux moyens. Soit je baisse ma PC, donc j'ai moins d'eau qui sort. Comment je fais ça? Je contracte mon capillaire ici. Le problème, c'est que ce mécanisme, il est limité. Pourquoi? Parce que si je contracte trop, j'ai moins de sang qui peut passer. Et du coup, je peux avoir ce qu'on appelle une ischémie, donc un manque d'oxygénation. Du coup, c'est assez limité. Ce qui est majoritaire, c'est surtout la baisse de la pression oncotique interstitielle, donc celui-ci. Si je rappelle moins d'eau, ben forcément, je vais limiter le fait que l'eau s'accumule. Comment c'est possible ça? Eh bien, ça semble logique d'une base parce que si j'ai plus d'eau dans ce volume, dans cet interstitium, mes protéines, elles seront plus diluées. Si mes protéines elles sont plus diluées, j'ai moins de concentration. Si j'ai moins de concentration, ça sert à rien de refaire encore plus revenir de l'eau vu que ma concentration est déjà optimale. Du coup, PI, il baisse de lui-même. Et le deuxième mécanisme, enfin le troisième plutôt, puisqu'il y avait celui-là, c'est on peut avoir un drainage ici du vaisseau lymphatique qui fait évacuer les protéines. Et du coup, s'il fait évacuer les protéines, la concentration sera moins et du coup, PI va également diminuer. Donc, les deux grands mécanismes, c'est vasoconstriction, baisse de PC et baisse de retour de l'eau, donc baisse de PI. Ok? Est-ce que ça va? Genre, je vous ai pas trop perdu? Je sais que c'est un peu compliqué. Vous allez voir dans les QCM, là, au début, on comprend rien non plus, mais c'est en s'entraînant qu'on comprend le mécanisme et après, ça vient tout seul. Donc, si vous avez compris, nickel. On va faire un petit QCM. Il y en a plein, mais si on n'en fait que un, mais que vous l'avez compris, c'est bien. Donc, je vais vous laisser vraiment genre 2-3 minutes, même pas, parce qu'on n'a pas le temps, mais, euh, mais ça va le faire. Ok, je vous laisse un petit peu de temps, on va corriger ensemble après. Est-ce que vous préférez qu'on fasse le QCM ensemble, parce qu'il est assez compliqué, ou vous préférez que je vous laisse du temps et que je corrige du coup un peu plus vite? Ensemble, ok. C'est normal, les QCM au début, ils sont très longs et on les voit, ils sont là, ils sont horribles. Mais après, je vous jure que au fur et à mesure, on y arrive. Alors, un jeune P2 cirrhotique, vous verrez ça plus tard, est hospitalisé aux urgences pour une altération rapide de l'état général, une diarrhée depuis 3 jours. Pendant cette période, il a bu mais pas mangé. L'examen dit qu'il a des œdèmes généralisés, donc ça, je dis, c'est augmentation de 30% du volume interstitiel. Et une acide. Une acide, c'est juste une accumulation de liquide dans l'abdomen, dont le volume est de 5 litres. Son poids, 100 kilos. On a un gros bilan biologique avec toutes les valeurs. Et on dit que 1 litre, c'est 1 kilo. Dans ces conditions, il est exact que son volume extracellulaire est d'environ 20 litres. Alors, il est difficile d'enregistrer autant d'informations en très peu de temps, mais tout à l'heure, je vous ai dit que le volume extracellulaire, il est... Hop, est-ce que je peux passer mon diapo? Non, je suis bloquée. Ok. On a dit que c'était 40% du volume total. Du coup, si je prends 40% de 100 kilos, ben, je fais une petite division, ça fait bien 20 litres. Mon problème, c'est que mon patient, il a des œdèmes et le volume, on lui a rajouté 5 litres. Donc, en vrai,
c'est 20 plus 5, ce qui fait 25. Donc cet système est faux. OK? Les 5 litres d'acide correspondent à un surcroît du volume intracellulaire. C'est faux, parce que les 5 litres, ils vont où? Dans le volume interstitiel. Le volume interstitiel, c'est un compartiment de l'extracellulaire. Genre, si je reviens dans mon schéma là, ici, j'ai mon volume extracellulaire. Et dans mon volume extra, j'ai le volume plasmatique et le volume interstitiel. Lui, il est tout seul, hein. Il n'y aura jamais d'œdème dans les cellules, c'est impossible. C. Les valeurs de protidémie et d'hématocrite suggèrent toutes deux qu'il existe une augmentation du volume plasmatique. Donc le volume plasmatique, je ne vais peut-être pas préciser, mais du coup, c'est le volume qui est dans les capillaires, d'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? J'ai dit, on regarde les deux valeurs. Donc protidémie beaucoup trop basse, hématocrite plus haute. J'ai dit, il faut qu'il y ait deux pour que ça suggère une augmentation du volume plasmatique. Donc, c'est faux. OK? Si ça diverge, on ne peut pas conclure. La valeur de protidémie peut contribuer au développement des œdèmes généralisés via une diminution de la pression oncotique capillaire. Alors ça, c'est complètement vrai parce que si je reprends mon petit schéma, si ma protidémie, elle baisse, ok? Ma protidémie baisse, donc ma concentration baisse, donc mon retour baisse, donc ça favorise les œdèmes généralisés puisque mon volume augmente. Ce patient présente une hypocalémie. Et là, c'est juste du par cœur. Tout à l'heure, on a vu entre 3,5 et 5 millimoles par litre. Il y a 2,5. Il est effectivement en hypocalémie. Je l'ai dit, gros trouble du rythme cardiaque. Est-ce que ça va? Ouais, je pense que ça va, mais... Ok, parfait. On va faire le deuxième ensemble. Ah non, peut-être pas. J'ai peut-être pas de temps. Je pense qu'il me reste 3 minutes. Je vous fais le QCM2. Et les autres QCM, si vous avez des questions, allez sur le forum. Je vais mettre mon pseudo et je répondrai, il n'y a pas de souci. QCM2, j'ai Madame X, 75 ans, diabétique, qui oublie ses injections d'insuline. Après 2 jours, elle arrive aux urgences et elle pèse 70 kilos. À l'examen clinique, on voit qu'elle a des œdèmes. Elle boit, elle ne mange pas, ne fait pas pipi, mais elle a une diarrhée. On a pareil un gros ionogramme et on a les items suivants. Son hypoprotidémie peut témoigner d'une augmentation du volume plasmatique et par extension une augmentation du volume extracellulaire. Donc on regarde la protidémie, elle est effectivement euh, trop basse. Là, on dit juste son hypoprotidémie. On précise pas l'hématocrite, donc s'il est tout seul, effectivement, on peut en déduire que le volume augmente, donc mon volume extracellulaire augmente aussi. B. La pression osmotique efficace est de 295 milliosmoles par kilo. Donc, on a dit que la pression osmotique efficace, c'était 2 fois le sodium, 2 fois la natrémie, 280. Sauf que ma patiente, elle est diabétique et elle prend pas ses injections. Du coup, on rajoute la glycémie, qui est d'ailleurs beaucoup trop élevée, qui est à 15, ce qui me fait bien 280 plus 15, 295. Cet item est vrai. C. Son osmolalité efficace calculée détermine un flux net de l'interstitium vers les capillaires. Alors ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est complètement faux. Pourquoi? La pression osmotique, donc avec l'osmolalité, c'est la même chose, mais deux mots différents, c'est que du volume extracellulaire vers le volume intracellulaire. Ça, c'est un piège qui tombe tout le temps. Les flux capillaires interstitium, c'est par la loi de Starling. C'est deux choses différentes. Osmotique, c'est uniquement VIC-VEC. Je ne l'ai pas précisé, mais heureusement qu'il y avait ce système parce que vraiment, ça tombe tout le temps. Donc, D, son osmolalité détermine un flux de l'intra vers l'extracellulaire. Ça, oui, puisque comme je suis en non, en hypo, pardon. Non, attends, attendez. Oui, ma pression osmotique est de 295. Donc, ma pression osmotique est beaucoup trop haute. J'ai un plasma qui est hypertonique. Donc, si mon hypertonique, mon sirop est trop concentré, je vais rajouter de l'eau. Donc, j'ai un flux de l'intra vers l'extra.
À son arrivée aux urgences, le volume mesuré grâce à l'EDTA chez la patiente est de 14 litres. La C, en fait, c'est juste un piège. L'osmolalité efficace, donc la pression osmotique, ça détermine et ça concerne les flux VIC, VEC. Ce sont deux choses différentes. OK? Les capillaires interstitium, c'est pas la pression osmotique ou quoi, c'est la loi de Starling avec les pressions que j'ai décrites tout à l'heure. Donc, si la D est vraie, et la E, le volume de DTA est de 14 litres. Alors, on a dit que le DTA, ça permet de mesurer le volume extracellulaire. Donc, comme mon volume extracellulaire, c'est 20%, je fais 0,2 fois 70, qui fait bien 14 litres. OK. Le problème, c'est que ma patiente, elle a des œdèmes. Donc, la théorie, c'est bien beau le VEC, mais comme j'ai des œdèmes, c'est impossible de savoir la valeur exacte du volume extracellulaire. Et ça, c'est aussi un piège hyper récurrent. C'est-à-dire que quand on a des œdèmes, on ne peut pas mesurer de volume. C'est pas possible. Sauf le intracellulaire, mais même l'intracellulaire, c'est impossible. En plus, elle est diarrhéique, donc elle a des flux d'eau qui sont encore plus exagérés. Bref, c'est impossible à déterminer, c'est complètement faux. Est-ce que c'est bon? Je vais m'arrêter là parce qu'il est 33. Ouais, ça c'est la correction du premier QCM. Ok, si tu as des questions, c'est vraiment le moment. Sinon, je vous écris mon pseudo du forum. N'hésitez pas à poster des sujets, on est vraiment là pour ça. On a toute une team pour répondre à vos questions. Et même quand c'est pas des cours. Quand il y a des œdèmes, c'est impossible de calculer les volumes. Impossible. Bonne continuation, bon courage.